DMTV, Billy Kamalo Banaibele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous sommes heureux en tout cas de vous retrouver, de savoir que vous êtes nombreux en train de nous suivre en ce moment. DMTV, votre chaîne YouTube, a pris pour habitude de vous apporter des sujets d'analyse, de réflexion sur l'actualité au niveau de notre pays, la République démocratique du Congo. Mais cette actualité, vous le savez, est aussi dominée par cette maladie à coronavirus qui depuis plusieurs mois maintenant paralyse un peu la vie normale des Congolais, particulièrement dans la capitale. Et donc il nous faut continuer à respecter des mesures barrières pour prévenir en tout cas la contamination de cette maladie. Vous le savez, la prévention reste à ce jour l'unique moyen efficace de lutte contre cette pandémie. Alors continuons à respecter des mesures barrières. En nous protégeant également nos membres de famille. L'actualité, c'est toujours ce verdict du procès 100 jours où l'on a vu le directeur de cabinet du chef de l'État Vital Kamerhe, l'homme d'affaires libanais Sami Jamal ainsi que le chargé d'import-export à la présidence Jeannot Mouhima devant la barre, et tous les trois ont été condamnés, chacun en ce qui le concerne par rapport au chef d'accusation qui pesait en tout cas sur eux. Nous voulons aborder un aspect du verdict justement de ce procès. Par exemple, Vital Kamerhe, vous le savez, il a été condamné notamment à 20 ans de travaux forcés. Dans l'exécution, comment ça se passe? Est-ce qu'effectivement la personne qui est condamnée à ces travaux forcés aura à exécuter justement des travaux forcés? Quel genre de travaux forcés? Il vous souviendra d'ailleurs que les avocats de Vital Kamerhe avaient posé plusieurs problèmes, en tout cas en ce qui concerne notamment ces travaux forcés, que les travaux forcés seraient bannis et qu'on ne pouvait pas contraindre quelqu'un à des travaux forcés. Mais nous avons vu que le tribunal a quand même condamné Vital Kamerhe à ces travaux forcés. Généralement, ça se passe comment? Est-ce que le détenu qui est condamné aux travaux forcés mais sera contraint de rester plutôt en prison à Makala sans exécuter un quelconque travail forcé? Nous voulons avoir un peu d'éclaircissement quant à ce, et je vous propose pour bien être éclairé que nous puissions suivre le professeur du droit pénal Jean-Marie Tassoki qui nous explique un peu comment ça peut se passer, comment les travaux forcés se passent ici en République démocratique du Congo. Suivez-le, nous allons ensuite revenir pour faire une petite analyse par rapport aux éclaircissements qu'il nous aura à apporter. Je rappelle que vous suivez DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez pour vous abonner. N'oubliez pas de cliquer également sur la cloche juste à côté. Elle vous permettra en tout cas d'être notifié des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne. Nous nous retrouvons tout de suite après. Les travaux forcés, c'est une peine prévue par la loi, mais jamais il y a une mesure d'exécution. En d'autres termes, on vous condamne aux travaux forcés, on vous garde en prison, vous allez passer votre temps en prison comme un condamné à la peine d'emprisonnement. Le problème, c'est l'exécutif, parce que la loi dit, c'est l'exécutif qui doit prévoir la manière dont les travaux forcés peuvent s'exécuter ou doivent s'exécuter. Ailleurs, on parle des travaux d'intérêt général. On peut vous contraindre, par exemple, à participer à la construction d'un stade. Parfois, nous ne savons pas certains Chinois qui viennent ici et ils sont justement condamnés aux travaux forcés. Et ils viennent exécuter leurs travaux forcés ici. Nous ne les savons pas. Donc on peut envoyer un jour Kamerhe construire un stade oui, on peut lui dire, monsieur, il faut balayer par exemple la route. C'est pas possible. Il faut balayer la route. Et on a vu Berlusconi, condamné aux travaux d'intérêt général. Oui. Il allait parcourir les maisons de retraite pour aller rendre service aux vieillards qui sont dans les maisons de retraite. C'est compliqué. Hein, en d'autres termes, il appartient à l'exécutif
d'organiser la manière dont la peine des travaux forcés doit être exécutée. Et ça, c'est Et en attendant, pendant qu'on n'a pas encore organisé l'exécution, ce qui fait qu'aujourd'hui, Kamer est condamné à 20 ans de travaux forcés, va rester plutôt en prison. En prison. Comme s'il était condamné à une peine Voilà. d'emprisonnement. Des réactions, mais on rappelle que le moment où déjà la défense a interjeté l'appel, ils sont présumés innocents. Sans tout coupables. Bien entendu, la présomption d'innocence continue jusqu'à ce que le jugement sera exécutoire. Et définitivement en même temps. Voilà beaucoup de C'est la raison réactions pour laquelle ils ont le droit d'aller en appel, d'aller en en cassation. cassation. Voilà, vous venez de suivre là le professeur Jean-Marie Tassoki, professeur de droit pénal. Je pense que beaucoup parmi vous, parce que moi-même j'ai été en tout cas édifié par les explications du professeur Jean-Marie Tassoki, parce qu'on se posait des questions, à quoi sert en fait de condamner quelqu'un à une peine de travaux forcés et non une peine d'emprisonnement, sachant que la personne fera seulement une peine d'emprisonnement. C'est peut-être parce que la loi est claire en ce qui concerne par exemple les détournements des deniers publics. La peine maximale c'est 20 ans de travaux forcés. Mais maintenant ce que je ne comprenais pas aussi, et probablement beaucoup aussi parmi vous, du moins ceux qui ne sont pas juristes, les juristes seront peut-être exemptés ici parce que eux sont dans le domaine et comprendront bien évidemment de quoi il s'agit, c'est que ces travaux forcés se feraient de quelle manière et pourquoi la justice qui condamne quelqu'un à des travaux forcés n'organise pas justement les conditions d'exécution de ces travaux forcés. Justement, on a vu dans d'autres pays, le professeur Jean-Marie Tassoki a donné l'exemple d'ailleurs de l'ancien Premier ministre italien Silvio Berlusconi, et le professeur a été clair. La loi a défini qui devait s'occuper, en tout cas, des modalités d'exécution de cette peine des travaux forcés. Il s'agit ici de l'exécutif. C'est à l'exécutif, justement, de pouvoir organiser cela, et malheureusement et visiblement chez nous, l'exécutif ne s'y attelle pas. Alors, tant que l'exécutif n'a pas organisé ou défini par rapport à des personnes condamnées les modalités d'exécution de leurs travaux forcés qui peuvent être, par exemple, participer à la construction d'un stade ou bien balayer les artères d'une ville, par exemple, tant que l'exécutif n'aura pas défini justement les conditions d'exécution de cette peine des travaux forcés, la personne condamnée reste en prison et donc là subit exactement la même chose comme celui qui aura été condamné avec une peine d'emprisonnement. Donc voilà un peu l'explication par rapport aux travaux forcés, la peine en tout cas de Vital Kamerhe. Alors beaucoup de questions, en tout cas, qui nous dérangeaient l'esprit, et on se demande si l'exécutif pouvait justement créer des conditions d'exécution de cette peine-là de Vital Kamerhe. On aurait, par exemple, aimé voir Vital Kamerhe justement participer à la construction de ces maisons préfabriquées en exécution de sa peine, ou alors participer à la construction des seaux de moutons en exécution de sa peine. Ça aurait été en tout cas très beau à voir, bien entendu. Nous sommes là dans la condition où sa condamnation s'avérait justement définitive, parce que Vital Kamerhe a été condamné au premier degré, il faut le rappeler, mais Vital Kamerhe va interjeter appel, ou l'a déjà fait. En interjetant appel, ça va surseoir en tout cas la condamnation du premier degré et fera qu'il pourra encore jouir de sa présomption d'innocence, puisqu'il y aura un deuxième procès
passait en appel. Donc, et même si en appel il était condamné, il pourrait bien évidemment se pouvoir aussi en cassation. Donc Vital Kamerhe a encore des instruments en sa possession pour continuer à se défendre et prouver son innocence par rapport à cette accusation grave de détournement des deniers publics en ce qui concerne en tout cas les maisons préfabriquées. Voilà, nous arrivons à la fin de notre petite réflexion, notre petite analyse. J'ose croire que cette analyse vous aura aidé aussi à avoir un peu de lumière parce que nous-mêmes, nous sommes en tout cas éclairés par cette précision qu'a apporté le professeur Jean-Marie Tasso, qui je rappelle qu'il est professeur de droit pénal, et c'était important en tout cas pour beaucoup, pour nous permettre de mieux appréhender en tout cas cette question, parce que beaucoup ne comprenaient pas que l'on condamne quelqu'un à 20 ans de travaux forcés alors que cette peine ne sera pas exécutée comme telle, mais la personne reste en prison. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, aussi un commentaire, pourquoi pas, vous savez, c'est toujours un plaisir de pouvoir vous lire, mais surtout abonnez-vous sur cette chaîne DMTV, n'oubliez pas la petite cloche de notification juste à côté, elle vous permettra de savoir qu'on a mis justement une autre analyse en ligne. Le coronavirus, vous le savez, c'est bien réel, c'est vrai qu'ici beaucoup n'y croient pas, mais c'est réel et ça tue. Protégeons-nous pour protéger aussi les autres. La prévention est le seul moyen efficace de lutte contre cette pandémie. Respectons des mesures barrières telles que recommandées par nos autorités. Merci beaucoup de nous avoir prêté un peu de votre temps. Nous espérons vous retrouver très prochainement. DMTV vous dit au revoir.